En 1810, à Guebwiller, une petite ville d'Alsace, Nicolas Schlumberger construit une manufacture textile qui va prospérer pendant tout le XIXe siècle. Ses fils et petits-fils y feront d'importantes carrières industrielles. Conrad et Marcel Schlumberger, les héros de l'épopée que nous allons conter, auraient à leur tour rejoint l'entreprise familiale si l'occupation prussienne de leur patrie ne les avait poussés à se déraciner et si leur père, Paul Schlumberger, ne leur avait transmis son amour pour les sciences. Tour à tour, les 5 fils de Paul Schlumberger quitteront l'Alsace. Conrad rejoint Paris en 1893. Après le lycée, il entre à l'école polytechnique et en sort brillamment pour suivre les cours de l'école des mines. Esprit sensible, humaniste, presque mystique, Conrad veut devenir physicien par besoin d'absolu. Bien qu'attiré par la recherche pure, son tempérament le pousse vers l'enseignement et à 29 ans, il est nommé professeur de physique à l'école des mines. Marcel, son cadet de 6 ans, est d'un caractère très différent. Cet inventeur né s'intéresse depuis son plus jeune âge à tout ce qui est mécanique. Ayant lui aussi émigré à Paris, il obtient son baccalauréat et entre à l'école centrale pour suivre une formation d'ingénieur. Paris, 1910. Marcel, qui s'est marié, travaille avec son beau-père dans l'industrie minière. Conrad, lui aussi, se penche sur des problèmes de prospection minière, mais son approche est plus scientifique. Il songe à explorer le sous-sol au moyen de l'électricité. Dans les caves de l'école des mines, au début de 1911, Conrad passe de la théorie à la pratique. Dans une baignoire en cuivre empruntée à sa femme, il reconstitue différents modèles de sous-sol dans lesquels il place des échantillons de minerais. Faisant circuler un courant électrique dans ces modèles de terrain, il en mesure l'écoulement et trace des réseaux de courbes équipotentielles. Ces expériences vont confirmer son intuition. La déformation des courbes lui permet de déceler la présence des échantillons de minerais. En été 1912, dans la propriété familiale du Val-Richer, en Normandie, Conrad entreprend ses premiers essais sur le terrain. Il va étendre ensuite le champ de ses expériences au bassin voisin du Calvados, puis à d'autres régions de France. La Première Guerre mondiale va interrompre ses travaux. Alors que Conrad est mobilisé comme officier d'artillerie, son frère Marcel peut, lui, exercer sa passion de la mécanique en travaillant à la mise au point de tourelles de chars blindés. La paix revenue, Conrad décide de reprendre ses expériences. Marcel, qui s'y intéresse maintenant de près, va le convaincre d'offrir les services de la prospection électrique à l'industrie minière. Leur père, Paul Schlumberger, s'engageant à les financer pour démarrer leur entreprise, va écrire « Les sommes que je m'engage à verser sont ma contribution à une œuvre scientifique et accessoirement pratique que je considère comme de toute première valeur. Marcel apportera à Conrad ses qualités remarquables d'ingénieur, son sens des réalités. Conrad, lui, sera le savant physicien. Je les soutiendrai. » Réunis par leur père, les deux hommes vont former une équipe inséparable. À Paris, fin 1919, en bordure de l'esplanade des Invalides, les deux frères créent une petite entreprise qui sera bientôt connue sous le nom de Société de prospection électrique. Le Creuset, d'où sortira plus tard l'une des plus spectaculaires réussites industrielles de ce siècle. Conrad, physicien avant tout intéressé à la recherche pure, a posé les bases d'une science nouvelle, la géophysique. Marcel, esprit inventif, fécond, va développer les outils qui permettront d'appliquer cette nouvelle science. Les deux frères s'entourent alors de quelques collaborateurs d'un excellent niveau scientifique ou technique. Parmi ses premiers collaborateurs, Pierre Baron, Jacques Gallois et Eugène Léonardon, qui plus tard jouera un rôle capital dans le développement de l'entreprise aux États-Unis. Battant la campagne à bord d'une vieille camionnette à travers champs et bois, chacun met la main à la pâte. L'un plante les électrodes d'envoi de courant, l'autre tire les câbles, un troisième fait les mesures. Mais rapidement, la méthode des courbes équipotentielles se révèle trop limitée dans ses applications. Les deux frères franchissent alors un pas décisif dans le développement de leur méthode de prospection électrique, en y introduisant une nouvelle notion, celle de la résistivité apparente du terrain. La résistivité apparente, c'est-à-dire la résistance plus ou moins grande du terrain au passage d'un courant électrique, va maintenant devenir le paramètre objectif pour le caractériser.
Pourtant, l'industrie minière ne se laisse que très difficilement convaincre. Certains responsables allant même jusqu'à comparer les méthodes de prospection électrique avec de la sorcellerie. Pendant ces années maigres, seuls quelques petits contrats sont conclus et l'entreprise ne survit que par la foi de Paul Schlumberger qui, lui, croit dans les travaux de ses fils et continue à leur avancer de l'argent. En 1923, une société française qui exploite des gisements pétroliers en Roumanie approche les deux frères. Leur méthode peut-elle être appliquée à la recherche des hydrocarbures? Comme les mesures de résistivité permettent, dans certains cas, de révéler la configuration du sous-sol, il semble naturel de tenter d'appliquer la méthode à l'identification des structures géologiques susceptibles de renfermer le pétrole. Les prospecteurs envoyés en Roumanie vont déployer toute leur jeune science. Après quelques semaines passées à effectuer les mesures de la résistivité du terrain, ils dessinent une carte des résistivités qui fait apparaître les contours du dôme de sel d'Aricesti, auquel est associé un important réservoir d'hydrocarbures qui sera mis en exploitation quelques années plus tard. Au courant des résultats obtenus à Aricesti, l'industrie pétrolière réagit rapidement. La Royal Dutch signe un premier contrat d'exploration pour le Texas et la Louisiane. Un autre contrat est signé avec la Shell pour une campagne de mesure en Californie. Dans le sud du Texas, puis dans les bayous de la Louisiane, Pierre Baron, Jacques Gallois, Paul Charin, Gilbert Deschâtres, Marcel Jabiol, André Allégret et d'autres pionniers de la prospection électrique vont passer de longs mois à sonder les sous-sols. Comme les conditions ne sont vraiment pas favorables pour effectuer des mesures électriques, les résultats seront décevants et le contrat résilié. Au printemps 1927, pour tenter d'obtenir des indications sur la résistivité des terrains profonds, Conrad et Marcel Schlumberger conçoivent l'idée d'effectuer leurs mesures de résistivité dans les profondeurs de la Terre, à l'intérieur d'un forage. C'est à Pechelbronn, en Alsace, dans un puits d'un petit champ pétrolifère, qu'ils vont tenter cette expérience. Henri Doll, gendre de Conrad, un polytechnicien sorti de l'école des mines, a rejoint l'entreprise quelques mois auparavant. Il est chargé d'effectuer ce premier essai dans un puits de 500 mètres de profondeur, muni d'un équipement fait de briques et de broc. Pour réaliser cette expérience, Henri Doll est assisté de Roger Yost et de Charles Scheibli. Une fois la sonde descendue au fond du puits, un courant électrique est envoyé dans l'électrode la plus basse. Traversant la boue qui remplit le sondage, le courant se répand dans la couche de terrain alentour. Son intensité est mesurée par la première électrode, placée un peu au-dessus, puis par la seconde électrode qui se trouve un peu plus haut encore. La différence de potentiel entre ces deux électrodes de mesure indique la résistivité apparente du terrain. En répétant l'opération, tout en remontant la sonde, mètre par mètre, on enregistre les valeurs de résistivité des différentes couches géologiques que le sondage traverse. Cette représentation graphique d'un paramètre physique est appelée à devenir, sous le terme anglo-saxon de log ou le nom français de diagraphie, le document clé de l'industrie pétrolière. Le succès de cette première expérience pousse à répéter l'opération dans plusieurs autres puits du même champ pétrolifère. Rapidement, les essais aboutissent à des conclusions très positives. Les diagraphies permettent de distinguer nettement les couches de terrain dur offrant une certaine résistivité des couches tendres et conductrices. Mais l'intérêt principal de la nouvelle méthode réside dans la possibilité qu'elle offre de comparer plusieurs diagraphies entre elles, permettant ainsi par corrélation de reconstituer sur de vastes étendues la configuration des couches géologiques souterraines. Un contrat est signé avec la Shell pour effectuer des mesures de résistivité dans ces gisements du Venezuela et des Indes néerlandaises, et en mars 1929, Gilbert Deschâtres et Pierre Bayle enregistrent une première diagraphie dans le bassin pétrolifère du lac Maracaibo. Au mois d'août, en Californie, Deschâtres et Roche enregistrent un premier log aux États-Unis. Début 1930, une diagraphie est enregistrée aux Indes néerlandaises. Rapidement, la méthode s'implante au Venezuela et à Sumatra. Il n'en va pas de même en Californie. Les puits sondés étant trop éloignés les uns des autres, les diagraphies ne permettent pas d'établir de corrélation. Jugeant la méthode inutile, les géologues locaux mettent fin aux expériences. Les prospecteurs quittent alors la côte ouest pour aller ausculter d'autres puits en Oklahoma et au Kansas. Mais la Grande Dépression paralyse brusquement l'activité sur les champs pétroliers du monde, menaçant du même coup de ruiner la jeune société.
Cependant, dans la Russie bolchevique, qui n'est pas touchée par la crise économique mondiale, le trust des pétroles soviétiques s'est enthousiasmé pour les procédés de prospection électrique. Et un premier contrat a été conclu pour appliquer ces méthodes au nord du Caucase, dans les régions de Grozny et de Bakou. Devant les succès obtenus, les contrats se succéderont et jusqu'à 30 équipes de prospecteurs seront à l'œuvre en URSS, de l'Oural à la Sibérie. L'économie mondiale sortant de sa torpeur, le logging va s'implanter partout. D'abord aux États-Unis, au Venezuela, à Sumatra et en Argentine, puis à Bornéo, au Mexique, en Roumanie. Suivront la France, l'Angleterre, le Japon, Java, la Colombie, l'Égypte, l'Irak, l'Afrique, les Antilles. Tous les pétroliers réclament des diagraphies que les foreurs texans appellent simplement des Schlumberger. Devant ce succès, une première filiale est créée à Houston en 1934, la Schlumberger Well Surveying Corporation, dirigée par Léonardon, le fidèle, l'infatigable Léonardon, collaborateur dès les tout débuts de l'entreprise. Lui n'a jamais douté que l'Amérique représentait l'avenir. En 1935, plus de 3000 opérations de logging seront effectuées aux États-Unis. Les pétroliers américains, qui n'ont compris l'intérêt des diagraphies que 5 ans après les Russes, ne peuvent plus s'en passer, alors que de Russie on rapatrie les derniers ingénieurs français. Les luttes doctrinales, les purges du système, la terreur policière du régime ont fini par avoir raison de la présence de Schlumberger en URSS, où, en 7 ans, les prospecteurs auront effectué plus de 7000 opérations de logging et couvert près de 50 000 km² par leur méthode de prospection de surface. Conrad, parti à Moscou pour tenter d'arranger les choses avec le commissariat du peuple à l'industrie lourde, se heurte à un mur et le contrat est rompu. Pendant son voyage de retour, exténué, il est frappé d'une congestion cérébrale et meurt dans un hôtel de Stockholm à 58 ans, en mai 1936. Marcel Schlumberger se retrouve seul pour diriger une entreprise en pleine expansion. La filiale américaine croît à un rythme phénoménal et en 1938, elle compte déjà plus de 100 ingénieurs prospecteurs et près de 300 chauffeurs mécaniciens. Mais la guerre va provoquer une rupture totale dans le fonctionnement de la société. Juste avant l'invasion de la France, tous les dossiers techniques sont transférés à Houston et durant 4 ans, le maintien de toutes les activités de l'entreprise à travers le monde sera reporté sur la filiale américaine. Aux États-Unis en particulier, les recherches menées dans le cadre de l'effort de guerre ont engendré d'importantes avancées technologiques et le développement de l'électronique a permis la réalisation d'une nouvelle sonde, la sonde d'induction. Son principe reposant sur la création d'un champ électromagnétique, la sonde d'induction permet maintenant de prendre les mesures de la résistivité du terrain à distance des parois du puits, dans la zone qui n'a pas été affectée par les boues du forage. Le premier log d'induction, enregistré en mai 1946 au Texas, ne paye pas de mine. Il marque pourtant un progrès spectaculaire. C'est le premier d'un nouveau genre de diagraphie qui va devenir le document de référence pour les responsables aussi bien techniques que financiers de l'industrie pétrolière. La période de l'après-guerre est aussi marquée par une profonde réorganisation de l'entreprise. Sur le terrain, la conduite des opérations est répartie entre 4 sociétés indépendantes qui chacune s'occupera désormais de l'une des principales zones d'activité. Europe-Afrique, Moyen et Extrême-Orient, Amérique latine, États-Unis. Les départements de recherche et de développement sont séparés et en 1948, un centre doté des laboratoires les plus modernes est ouvert à Richfield dans le Connecticut. D'ici, Henry Doll dirigera la recherche à long terme. Pendant cette période de mutation et de développement intense, aux États-Unis, 2 autres gendres de Conrad, Jean de Ménil et Éric Boissonnat, participent à la conduite de l'entreprise. À Paris, Marcel est assisté par son propre gendre, René Sédou. Au printemps 1953, on inaugure à Houston les nouveaux quartiers généraux de la société américaine, dirigés maintenant par Pierre Schlumberger, le fils de Marcel.
Verre en main, 8000 invités appartenant au monde du pétrole visitent bureaux, laboratoires, ateliers, stations d'essai, le tout réparti sur 90 000 mètres carrés. En août 1953, ayant sacrifié toutes ses ressources et toutes ses forces à l'entreprise, Marcel Schlumberger meurt brusquement. La petite société qu'il a créée avec son frère Conrad est devenue en un peu plus de 30 ans une grande réussite industrielle. Réunis par la vision de leur père, les deux frères ont réalisé une exceptionnelle œuvre scientifique, technique et humaine. Leur famille et les hommes qu'ils ont formés vont continuer leur nom et leur entreprise. Aux États-Unis, en 1955, 220 ingénieurs et physiciens travaillent dans les laboratoires de recherche et de développement. 350 employés sont occupés, eux, à la fabrication du matériel nécessaire à plus de 120 équipes de prospecteurs disséminées de la frontière mexicaine jusqu'à l'Alaska. Dans le reste du monde, 100 autres équipes parcourent l'Amérique latine, l'Orient, l'Europe et l'Afrique. Le personnel d'exclusivement français au départ est devenu international. Les ingénieurs recrutés aussi bien aux États-Unis qu'en Argentine, les mécaniciens et les chauffeurs engagés au Canada comme à Trinidad. De la Libye à la Terre de Feu, des plateformes offshore aux jungles amazoniennes, les employés de la société jouissent maintenant d'un statut particulier qui permet de les transférer à travers le monde pour répondre aux besoins et au développement de l'industrie pétrolière.